Derrière moi, ici à Babylone, se trouve l'emplacement de l'ancienne ziggourate. Babylone est souvent perçue comme une merveille antique déjà cartographiée et comprise, chaque pierre recensée. Pourtant, sous un quartier longtemps négligé, des archéologues ont récemment fait une découverte inattendue. Un sol stratifié chargé d'histoire. Des tablettes calcinées et des pièces scellées renfermant des objets énigmatiques. Tenir une tablette écrite il y a des milliers d'années et pouvoir en déchiffrer le contenu, c'est une sensation extraordinaire. Pourquoi ce lieu avait-il été enfoui avec autant de soin? En creusant plus profondément, l'équipe a mis au jour bien plus que des artefacts. Elle a découvert les traces d'une vérité obscure qui pourrait remettre en question tout ce que nous savons de Babylone. Était-ce là la partie de l'histoire que quelqu'un a tenté de dissimuler? Plongeons-nous dans ce qui s'est passé lorsque des scientifiques ont ouvert une crypte interdite sous Babylone. Nouveau secret dans l'ancienne Babylone. Pendant des siècles, Babylone a été considérée comme la cité antique la mieux étudiée au monde, comme si chaque pierre avait déjà livré son histoire. Les ziggourats imposantes, les portes légendaires, les complexes palatiaux, les vestiges des rois qui ont gravé leur nom dans l'argile et dans l'histoire. Tout semblait cartographié, mesuré, photographié, catalogué et considéré comme faisant partie intégrante du domaine du connu. Les archéologues pensent que Babylone n'avait plus de surprises à offrir. Seulement de la poussière, de la chaleur et des ruines familières, témoignent des mêmes leçons du passé. Mais l'histoire a la fâcheuse tendance à se déformer sous nos yeux. Ces dernières décennies, des découvertes à travers le monde ont discrètement remis en question la chronologie bien ordonnée à laquelle nous nous en tenions tant, des temples antérieurs à l'agriculture, des instruments astronomiques en avance de plusieurs siècles sur leur temps et des vestiges si étranges qu'ils semblent déplacés de plusieurs millénaires. Chaque nouvelle découverte semble murmurer la même vérité troublante. Notre compréhension du monde antique est non seulement incomplète, mais peut-être même profondément perturbée, d'une manière que nous commençons à peine à entrevoir. Puis vint la découverte d'Al-Yadia. Les fouilles devaient être de routine, une simple opération de sauvetage pour préserver ce qui restait avant que l'urbanisation moderne n'engloutisse la région. À la tête de la mission se trouvait l'archéologue Qutb Abbas Hassan Aboud, un homme plus connu pour sa patience imperturbable que pour ses annonces fracassantes. Le site 193, niché au cœur du quartier d'Al-Yadia, ne devait rien révéler d'extraordinaire. L'équipe s'attendait tout au plus à une poignée d'objets épars et à quelques fragments architecturaux. Utiles certes, mais rien de spectaculaire. Pourtant, le terrain en avait décidé autrement. Le premier jour semblait tout à fait d'ordinaire. Les ouvriers se mirant au jour des poteries ébréchées, des briques usées et des outils patinés par les intempéries, les habituels travaux préparatoires archéologiques. Puis, alors que le soleil déclinait et que la chaleur s'atténuait, quelqu'un dégagea de la terre un petit pois en bronze. Il scintillait faiblement, presque avec défi, comme s'il attendait depuis des siècles d'être vu. Une belle trouvaille, certes, mais rien d'exceptionnel. Quelques heures plus tard, tout s'accéléra. Le sol commença à livrer des objets bien plus étranges et bien mieux conservés que prévu. Des tablettes d'argile, des sceaux sculptés, des fragments de bijoux et des objets décoratifs d'une intégrité surprenante. Les notes de terrain de cette journée révèlent une tension inhabituelle. Ceux qui ont enterré ces reliques ne se sont pas contentés de les dissimuler. Ils ont tenté d'en altérer le sens, comme si certains pans de l'histoire étaient trop dangereux pour être relus. Plus étrange encore, des objets sacrés tels que des coupes à encens et des vases d'offrandes ont été enterrés à côté de pointes de lance brisées et de fragments d'armure. Des objets que la culture babylonienne tenait traditionnellement à l'écart. Le sacré et la violence étaient rarement associés, sauf en cas de situation désespérée. La terre elle-même ajoutait une dimension inquiétante. Les ouvriers lassés la décrivaient comme anormalement dense, compactée comme si elle avait été tassée à la hâte. Malgré la chaleur torride du désert, l'air autour de la tranchée restait étrangement frais. Une légère odeur métallique, subtile mais impossible à ignorer, flottait dans l'air. Ces signes n'étaient pas ceux d'un enterrement négligent.
laissait présager un acte intentionnel, délibéré, méthodique et d'une étrange urgence. Le soir venu, l'atmosphère sur le site avait changé. L'équipe comprit qu'il ne s'agissait plus d'une simple fouille. Ils avaient mis au jour un secret intentionnellement scellé sous les rues autrefois animées de Babylone. Un secret que quelqu'un, il y a bien longtemps, ne voulait absolument pas voir découvert. Naturellement, les archéologues poursuivirent leurs fouilles. La curiosité n'est peut-être pas toujours sans danger, mais elle est implacable. Des échantillons de sol prélevés à différentes profondeurs ont révélé une tendance inattendue. Des couches de terre pressées en étapes, nettes et uniformes, sans le chaos habituel des incendies, des inondations ou des effondrements urbains. Au lieu des empreintes aléatoires de la nature, le paysage portait les marques d'un ordre tranquille, fruit de l'intervention humaine. Quelqu'un avait façonné ces couches. Puis vinrent les analyses. Le radar à pénétration de sol révéla des formes inexplicables. De longs espaces creux, des couloirs vides et des chambres scellées plus profondes que n'importe quelle structure connue dans ce quartier. Normalement, de tels vides s'effondreraient au fil des siècles. Mais ils restaient parfaitement intacts, comme des poches d'air emprisonnées dans un immense poumon antique. C'était comme si quelque chose sous la ville avait été conçu, bâti pour rester inviolable. Cette révélation a bouleversé toute l'équipe. Si ces espaces enfouis avaient bien traversé les millénaires, ils pourraient receler bien plus que de simples reliques. Ils pourraient peut-être porter le poids d'une histoire réécrite, ou pire, d'une histoire effacée intentionnellement. La frontière entre découverte archéologique et quelque chose de bien plus ancien et inquiétant commença à s'estomper, et les questions se firent plus pressantes. Pourquoi cette partie de Babylone était-elle si complètement enfouie? Pourquoi les couches de terre ressemblaient-elles davantage à des seaux protecteurs qu'à des sédiments naturels? Pourquoi ces vides souterrains ressemblaient-ils moins à des pièces qu'à des avertissements? Tandis que ces interrogations se répandaient, la documentation officielle du site se poursuivait. Les défouilles, menées par Aboud et supervisées par des autorités telles que Sohail al-Amimi, furent divisées en deux secteurs principaux, A et B. Le secteur A, d'une superficie d'environ 60 m2, a révélé deux couches archéologiques distinctes. La première datait de la période sisanienne, bien que l'érosion et les dégradations modernes aient fortement affecté ces vestiges. En dessous, cependant, se trouvait le véritable trésor, une couche bien plus ancienne et bien mieux conservée, datant de l'ancienne période babylonienne. Dans une ville connue pour sa nappe phréatique élevée et ses strates endommagées, la découverte de couches intactes était déjà inhabituelle. Les trouver dans un état de conservation aussi exceptionnel était sans précédent. Le secteur B, une zone plus vaste de 90 m², a mis au jour des habitations. Des pièces de tailles variables, probablement utilisées pour vivre, entreposer des biens ou pour des activités spécialisées. Leurs murs, leur sol et leur agencement offraient un aperçu intime de la vie quotidienne babylonienne. Conservés d'une manière presque intrusive, comme si l'on pénétrait dans des maisons que leurs occupants avaient quittées quelques instants avant le désastre. Des poteries, des tablettes de formes diverses et des seaux cylindres finement sculptés ont émergé les uns après les autres. Les tablettes, les anciens documents juridiques de Babylone, étaient parfois enveloppés dans des enveloppes d'argile, un système de sécurité primitif qui protégeait leur contenu de toute falsification. Ces éléments auraient dû brosser un tableau clair et détaillé du rythme quotidien de la ville. Mais les signes de sabotage délibérés, les traces de brûlures, les inscriptions gravées, les couches de sol anormales racontaient une toute autre histoire, une couche plus sombre. Et à mesure que l'équipe s'enfonçait plus profondément, l'étrange impression qui planait sur le site s'intensifiait. Il ne s'agissait plus seulement de ce qu'il découvrait, mais de ce que quelqu'un, qui il y a des milliers d'années, avait manifestement voulu garder enfoui. Les traces d'enfouissement et d'incendie volontaires. Sur la plupart des sites de fouilles, la terre n'est que de la terre, des couches de poussière et de temps. Mais ici, elle se comportait comme une conteuse qui refusait de se taire. Plus l'équipe creusait profondément, plus elle découvrait des motifs inexplicables, comme si Babylone avait tenté d'enfouir non seulement son passé, mais aussi ses erreurs. Tout a commencé avec les cendres.
À plusieurs mètres de profondeur, les archéologues ont trouvé de fines bandes de cendres parfaitement régulières, s'étendant sur de longues lignes ininterrompues. Au premier abord, elles ressemblaient aux vestiges d'un ancien feu de joie ou aux cendres d'un foyer domestique. Mais cette hypothèse fut rapidement écartée. Une fois les échantillons arrivés sous la tente du géologue, les résultats sont tombés presque instantanément. Ces couches avaient été exposées à des températures bien supérieures à celles qu'un feu de cheminée pouvait produire. On parle ici d'une chaleur extrême, du genre qu'il faudrait aujourd'hui des fours spécialisés pour recréer. Cette découverte a suscité l'étonnement. Les incendies brûlent de façon irrégulière. La nature est si complexe. Mais ces bandes étaient lisses, uniformes, savamment orchestrées. Une telle précision ne pouvait être le fruit du hasard. Quelque chose ou quelqu'un avait créé ces couches intentionnellement, et ce n'était que le début. En suivant les cendres horizontalement, l'équipe a réalisé qu'elle observait un incendie contrôlé s'étendant sur une vaste zone. Ce n'était ni aléatoire, ni chaotique. C'était coordonné, presque mécanique dans son exécution. Ce type de destruction uniforme apparaît généralement dans 3 contextes en archéologie du Proche-Orient ancien: la purification rituelle, la stérilisation des champs de bataille ou le défrichement intentionnel en vue de la reconstruction. Mais même ces explications semblaient insuffisantes pour l'échelle observée. Ces couches n'étaient pas chargées de débris ou d'objets calcinés. Elles étaient étrangement propres, comme si celui qui avait allumé l'incendie s'était concentré sur la combustion de l'essentiel. Un chercheur a fait remarquer, mi-sérieux, mi-plaisantin, que l'on avait l'impression d'étudier non pas les vestiges d'une ville, mais les conséquences d'une purge délibérée, orchestrée avec précision et non dans la panique. Et puis, les faisceaux sont apparus. Enfouis sous les cendres, des poutres en bois partiellement carbonisées gisaient au sol. Curieusement, le dessous de chaque poutre était brûlé tandis que le dessus était presque intact. Le feu, bien sûr, ne se propage généralement pas du sol vers le haut. Quelque chose sous ces poutres s'était enflammé et avait forcé le passage vers la surface, formant un brasier maîtrisé. Ce phénomène, quel qu'il soit, ne s'est pas comporté comme un incendie naturel. Il s'est comporté comme un processus de scellement par le bas. Une fois les preuves suffisantes rassemblées, l'équipe s'est réunie dans la pénombre de la tente du camp pour comparer ses observations et 3 théories ont émergé. Certains chercheurs suggèrent que Babylone aurait pu être victime d'une épidémie de peste, d'une invasion ou d'un effondrement interne, ce qui aurait poussé les prêtres à ordonner une purification rituelle par le feu. Une tentative désespérée de purifier la ville, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. D'autres soutiennent que les flammes avaient une fonction plus pratique. Un moyen de déblayer rapidement les ruines en vue d'une reconstruction ambitieuse. Pourtant, même cette explication vacille face à l'étrange précision des motifs de brûlure et à leurs inversions inexplicables. Des détails qui semblent bien trop délibérés pour être le fruit du hasard. Il y a ensuite cette théorie qui glace le sang même des historiens les plus chevronnés. Peut-être que l'incendie n'avait rien à voir avec une purification ou une reconstruction. Il s'agissait plutôt d'un sceau destiné à contenir quelque chose d'enfoui profondément sous la ville. Une force ou un secret trop dangereux pour être libéré. La terre même, brûlée et remaniée, était peut-être un avertissement, un cadenas désignant Babylone à la fois comme tombe et prison. Cette idée planait comme une fumée. Elle semblait dramatique, voire sensationnelle, mais les couches du sol commençaient à la corroborer plus que toute explication rationnelle. La suspicion se moua en malaise lorsque les pédologues cartographièrent la succession des couches. Ce n'était ni aléatoire, ni accidentel. C'était un motif, un système répétitif. Des couches de cendres alternaient avec des zones de terre propres, s'élevant et s'abaissant selon un rythme délibéré. Cendres, puis terre, puis de nouveau cendres, et encore de la terre. Presque comme une barrière posée par étapes, intentionnellement, chaque couche renforçant la précédente. Rien de tel n'avait jamais été documenté en archéologie mésopotamienne, ni à Babylone, ni à Sumer, ni à Akkad. C'était une approche architecturale de la sépulture, mais non pas humaine, d'autre chose. Plus il s'enfonçait, plus le camp semblait silencieux. Même les bavardages des ouvriers s'estompèrent,
le site avait désormais une atmosphère particulière, comme un souffle retenu. Certains habitants commencèrent à murmurer de vieilles mises en garde concernant la Babylone profonde, une expression généralement réservée au folklore. Les chercheurs ont d'abord pris la chose à la légère, mais seulement au début. Lors d'une nouvelle série de relevés du sous-sol, leur équipement a enregistré de faibles échos anormaux, des cavités là où il ne devrait pas y en avoir. Des chambres, artificielles, scellées sous une ville déjà ensevelie à plusieurs reprises. Debout au bord de la tranchée ouverte, l'archéologue en chef a ressenti une froide certitude s'imposer. Si le feu était censé effacer quelque chose, il avait échoué. Car sous les couches brûlées, quelque chose avait survécu. Et ce qu'ils ont découvert ensuite n'était ni des débris, ni des poteries, ni des outils perdus. Tablettes scriptées et écrites défigurées. Un instant, l'équipe de fouilles crut avoir percé le mystère. Les couches calcinées étaient déjà suffisamment étranges. Les chambres scellées, inquiétantes, et la structure du sol, carrément troublante. Mais la vérité les attendait à un niveau plus bas, un niveau silencieux, poussiéreux, regorgeant de tablettes d'argile qui n'auraient jamais dû survivre. Lorsque la chambre fut enfin dégagée et les lampes descendues à l'intérieur, l'équipe resta figée. Tout autour d'eux, des centaines de tablettes d'argile, empilées, inclinées et disposées avec la précision d'une bibliothèque souterraine secrète. Celui qui avait construit cette chambre ne s'était pas contenté d'y jeter des tablettes. Il les avait soigneusement sélectionnées. Il avait organisé le savoir comme on attend de futurs lecteurs ou comme on les met en garde. Ce qui choqua le plus l'équipe, c'était leur état de conservation. Ces tablettes auraient dû se désagréger il y a des siècles, et pourtant, nombre d'entre elles étaient presque intactes, protégées par l'enfouissement rapide et l'étanchéité étrangement parfaite de la chambre. Mais si la conservation fut la première surprise, le contenu en fut la seconde, et de loin la plus sombre. Au départ, les chercheurs étaient optimistes. Les archives babyloniennes contiennent généralement des documents administratifs, des recensements de céréales, des listes d'impositions, des inventaires de temples, bref, des documents banals, de quoi ravir les historiens et ennuyer tout le monde. Mais dès que la première pile fut remontée à la surface, l'atmosphère changea. Presque chaque tablette portait des traces de dommages, des cicatrices gravées avec une force qui semblait emplie de colère. De profondes entailles lassaient des phrases entières. De violentes capitacités griffures vieilles déchiraient les symboles, comme si quelqu'un voulait les réduire au silence à jamais. Certaines tablettes s'étaient fendues net en leur centre, non par le temps, mais par une pression délibérée, le trait s'arrêtant au milieu d'un mot. Ce n'était pas le vieillissement, c'était l'effacement. Même les archéologues les plus endurcis restèrent muets. Les tablettes ne ressortent généralement pas comme si elles avaient survécu à une attaque. Au fur et à mesure que les morceaux étaient nettoyés, le motif devenait flagrant. Les rayures n'étaient pas aléatoires, précises. Elles étaient ciblées, des phrases précises, des noms précis, des avertissements précis. Celui qui les a profanés savait exactement ce qu'il voulait faire disparaître. La destruction fut précipitée. Certaines inscriptions s'interrompaient brutalement, le trait du stylet figé, comme si le scribe avait été interrompu ou effrayé avant d'avoir terminé sa pensée. Les dégâts ressemblaient moins à du vandalisme qu'à une censure en pleine crise. Sur une tablette, le dernier paragraphe avait été entièrement effacé avec une telle violence que des éclats volèrent en éclats et se logèrent dans la poterie environnante. Une autre tablette portait une écriture soignée et précise en haut et des avertissements griffonnés à la hâte en bas. Les tablettes racontaient deux histoires, l'une soigneusement écrite, l'autre désespérément détruite. Malgré la violence des effacements, tout ne fut pas perdu. Quelques lignes survécurent, partielles, fragmentées, mais suffisamment pour alimenter des débats qui dureraient des mois. Quelques phrases, une fois reconstituées, se démarquèrent, les veilleurs sous le fleuve, les chambres scellées des profondeurs, les avertissements des scribes du 5e roi. Ceux qui ont examiné le texte ont immédiatement exprimé leur désaccord. Certains érudits ont insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que de références mythologiques, de métaphores antiques typiques évoquant les esprits, les dieux
et les mondes engloutis. La littérature mésopotamienne regorge d'images poétiques, après tout. Mais d'autres soutenaient le contraire. La formulation apparaissait sur plusieurs tablettes. Les symboles étaient d'une constance inhabituelle et les avertissements répétés ne ressemblaient en rien à de la poésie rituelle. On aurait dit des rapports. Un linguiste remarqua que les passages effacés précédaient souvent des mots liés à la ligature, à la confinement et d'anciens glyphes sumériens, faisant référence à des corps enfouis sous la plaine inondable. Quel que soit le contenu originel des tablettes, quelqu'un a tout fait pour que l'histoire complète ne soit jamais révélée. Lorsque la nouvelle de la découverte parvint aux universités locales, des controverses académiques éclatèrent presque instantanément. Le camp conservateur insistait sur le fait qu'il s'agissait d'une écriture métaphorique, appartenant à une tradition cultuelle disparue. Feu, sépulture, veilleur. Tous ces éléments pouvaient relever d'un langage symbolique, peut-être lié à des rituels de purification ou à des sanctuaires souterrains. Mais le camp dissident, généralement plus discret, refusa de céder cette fois-ci. S'il s'agissait d'un mythe, pourquoi cet effacement brutal? Pourquoi cette destruction précipitée? Pourquoi conserver des textes censurés dans des archives scellées conçues pour durer? Et pourquoi les mêmes phrases apparaissaient-elles sur plusieurs couches de tablettes écrites par différents scribes à différentes époques et dans différents dialectes? Peu à peu, la théorie de la métaphore apparut comme un bouclier commode, protégeant les chercheurs modernes d'une possibilité plus sombre. Qu'un événement survenu à Babylone ait été consigné par écrit par les scribes eux-mêmes. Puis vint la découverte la plus troublante de toutes. Des lacunes, des espaces vides dans les archives, là où auraient dû se trouver les tablettes. Des creux rectangulaires parfaits dites dans la poussière. Des emplacements qui avaient jadis contenu le savoir, mais qui étaient désormais propres, lisses et indéniablement vides. Quelqu'un avait retiré ces tablettes avant de sceller la chambre. Ni tombées, ni brisées, ni érodées, simplement retirées. Les implications étaient profondément inquiétantes. Avaient-elles été mises en lieu sûr, consumées par le feu, cachées ailleurs, ou délibérément effacées afin que certains avertissements ne survivent jamais, même dans cette chambre souterraine? Les fragments manquants donnaient aux tablettes restantes un aspect encore plus délibéré, comme les pièces d'un puzzle que quelqu'un avait tenté de résoudre ou de dissimuler il y a des milliers d'années. Et pourtant, le récit persistait. Chaque tablette, chaque entaille, chaque fragment manquant pointait vers la même vérité troublante. Les scribes savaient quelque chose. Ils craignaient quelque chose. Et ils s'efforcèrent, dans leurs dernières heures frénétiques, de s'assurer que les générations futures comprennent le danger. Tandis que l'équipe répertoriait la dernière rangée de tablettes, l'archéologue en charge des fouilles marqua une pause. Elle remarqua une régularité dans les avertissements. De subtils indices directionnels enfouis dans les fragments. Plusieurs lignes endommagées semblaient indiquer les chambres situées sous une descente ou le chemin scellé des veilleurs. Son cœur s'emballa lorsqu'elle fit correspondre les phrases à la configuration du site. Les tablettes n'étaient pas de simples avertissements. Elles pointaient vers un lieu. Et bientôt, l'équipe de fouilles découvrirait ce lieu, l'escalier caché et la chambre scellée. Depuis des jours, les fouilles suivaient un rythme immuable. Poussière soulevée par le vent sur les parois effondrées, pelle raclant la roche, quelqu'un réclamant une pause pour boire. Rien ne laissait présager que la découverte la plus importante de toutes les fouilles se trouvait sous ce qui semblait être un simple coin d'une ancienne pièce de scribe. C'est une fissure capillaire qui a tout changé. Un jeune archéologue l'a remarqué en balayant la terre. Une fine fracture traversant une grande dalle de pierre qui se fondait un peu trop parfaitement dans le sol. Sur un coup de tête, il l'a tapoté légèrement. Le son, un bruit sourd et profond, a résonné dans la pièce et a interrompu tout le monde en plein milieu d'une phrase. Le sol en pierre ne devrait pas résonner comme des coffres vides. L'équipe échangea des regards, de ceux qu'on se lance quand on comprend que l'histoire vient de prendre un tournant inattendu. En quelques heures, le matériel fut mis en place. Les projecteurs furent réglés et la dalle devint le centre de l'attention. Les outils de sondage le confirmèrent. Il y avait un vide en dessous.
mais pas de poche d'air naturelle. Quelque chose de façonné, quelque chose de construit. Il ne pouvait pas risquer l'effondrement de ce qui se trouvait en dessous. L'opération devint donc une lente et chirurgicale, soulevant la dalle fragment par fragment. La poussière flottait dans d'étroits rayons de soleil. Personne ne respirait normalement jusqu'à ce que le dernier morceau se détache. Et puis, ce fut le choc. Une épaisse vague d'air s'éleva, les frappant au visage comme le souffle d'une force ancestrale. C'était un froid glacial, bien plus froid que l'air enfoui ne devrait l'être, avec une étrange odeur métallique qui leur brûlait les narines. Même à travers leurs masques, la piqûre était indéniable. Les tombeaux antiques dégageaient une odeur de pourriture. De terre, de temps, pas de produits chimiques. Quoi que ce soit, l'endroit avait été scellé hermétiquement pour une raison. Lorsque la poussière retomba enfin, une étroite cavité apparut, juste assez large pour une personne. Et descendant en spirale dans l'obscurité, se trouvait un escalier auquel personne ne s'attendait. L'escalier semblait d'une précision incroyable. Chaque marche était taillée avec une netteté impeccable, comme si elle avait été faite la veille plutôt qu'il y a des milliers d'années. Les murs étaient lisses au point d'en être irréels, sans gravure, sans prière, sans trace de bâtisseurs. Les bâtisseurs babyloniens aimaient laisser leur nom, leurs dédicaces, leurs petites bénédictions aux dieux. C'était un mélange de savoir-faire et de fierté. Mais ici rien. Plus la descente s'accentuait, plus l'air se refroidissait. Leurs lampes peinaient à percer l'obscurité, comme si les ombres leur résistaient. L'escalier serpentait en spirales étroites, presque verticales par endroits. On avait moins l'impression d'être dans un passage que dans une vie s'enfonçant dans la terre. Personne ne le disait à voix haute, mais l'absence d'inscription les troublait. Des structures aussi soigneusement construites affichaient généralement leur fonction. Celle-ci la dissimulait. À mi-chemin environ, les premiers symptômes apparurent. Quelques membres de l'équipe signalèrent des vertiges soudains. Un autre ressentit une étrange pression autour des tempes, comme un élastique qui se resserrait. Un autre encore se plaignit que l'air lui paraissait lourd, si dense qu'on aurait pu le mâcher. Même les ouvriers les plus aguerris, ceux qui avaient rampé dans des temples effondrés et des tunnels suffocants, commencèrent à se sentir mal à l'aise. On changea les filtres des masques, mais la sensation persistait. C'était pas un manque d'oxygène, c'était autre chose. Au bas de l'escalier en colimaçon, on débouchait sur une pièce basse et circulaire. Leur lumière vacillait dans un chaos indescriptible. Lampes renversées, bols brisés, stylos en joncs éparpillés dans tous les sens. Des seaux d'argile jonchaient le sol, brisés, comme si quelqu'un les avait piétinés à la hâte. Quoi qu'il se soit passé, ce fut rapide. Des traces d'encre, désormais séchées et réduites en flocons noirs, subsistaient dans certains bols. Quelques stylets étaient cassés en deux. Un tapis d'écriture gisait recroquevillé dans un coin, comme abandonné en plein milieu d'une phrase. Des outils qui duraient assez normalement des décennies, firent été jetés comme des débris lors d'une fuite précipitée. Aucune trace de pas ne subsistait, mais la pièce respirait la panique. Pourtant, malgré cette sortie précipitée, rien n'avait été pillé. Tout gisait là où il était tombé, comme si personne n'avait voulu emporter quoi que ce soit. L'équipe avançait avec précaution, documentant chaque objet avant de le toucher. Plus il pénétrait dans la chambre, plus il devenait évident que cet endroit n'avait jamais été conçu pour des travaux de longue durée. On avait l'impression d'être à un point de contrôle temporaire, un seuil. Derrière un mur d'argile partiellement effondré, un autre passage se dévoila, plus étroit, plus froid et bien pire. Cette chambre s'était tapissée d'ossements. Des centaines de fragments jonchaient le sol, disposés en motifs étranges et méticuleux. Les phalanges étaient disposées côte à côte. Les articulations les plus importantes étaient soigneusement regroupées. Les plus petites étaient séparées en amas par de fines stries d'argile. L'ensemble était trop structuré pour être aléatoire et trop intentionnel pour être cérémoniel. Il ne s'agissait pas d'un enterrement, mais d'un confinement. Des analyses médico-légales ont confirmé par la suite que les ossements avaient été démembrés après la mort. Les mains et les doigts avaient été délibérément séparés,
un écho glaçant du rituel mésopotamien du désarmement de l'âme, une pratique destinée à empêcher les esprits de se réveiller ou de se venger. 2 ouvriers ont refusé de retourner dans la chambre après avoir vu l'agencement. L'un d'eux a déclaré que la disposition était trop parfaite pour être humaine, mais les ossements n'étaient même pas le pire. En dessous, dissimulé dans des bassins de pierre peu profonds, se trouvait un liquide sombre et irisé. Il scintillait de vert, de bleu et de noir huileux, sans que sa surface ne présente de véritables ondulations. L'odeur était immédiatement alarmante, âcre, métallique et nauséabonde. Les instruments ont détecté du mercure, de l'arsenic et du plomb à des concentrations qu'aucun milieu naturel ne pouvait produire. Ces bassins ce n'est pas accidentel, mais artificiel. La chambre donnait l'impression d'être l'équivalent antique d'une salle de confinement nucléaire. Et pourtant, quelque chose de plus profond encore se cachait. Les instruments commencèrent à détecter de faibles vibrations, si faibles qu'elles étaient presque inaudibles pour l'oreille humaine, comme un tremblement parcourant la pierre. L'équipe se fixa du regard, soudain consciente que chaque strate découverte convergeait vers la même vérité. Ce lieu n'avait pas été scellé pour préserver l'histoire, mais pour l'emprisonner. Au moment où les dernières mesures étaient prises, un courant d'air incroyablement froid balaya le sol de la chambre, s'échappant d'une fine fissure dans le mur du fond, un endroit que les constructeurs ne voulaient manifestement plus jamais voir touché. La chambre de l'horreur et son avertissement. Plus l'équipe de fouilles s'enfonçait profondément sous les ruines du quartier de Babylone, plus le sol semblait leur résister. Les bassins toxiques, l'étrange disposition des ossements, l'air suffocant. Chaque couche semblait murmurer à la ville de faire demi-tour. Et pourtant, sous tout cela, les scanners ont détecté quelque chose d'encore plus impossible, une ultime barrière. Au début, l'équipe a cru à un dysfonctionnement de la machine. Les relevés indiquaient une densité parfaitement uniforme, sans fissures, sans joints, sans interstices. Mais lorsqu'ils ont dégagé la terre, tous les doutes se sont dissipés. Enfouie sous des siècles de terre, se trouvait une unique dalle de pierre impeccable, de près de 2 mètres d'épaisseur. Pas de mortier, pas de briques de terre crue, pas de joints, juste un bloc monolithique si lisse qu'il reflétait la lumière de leur lampe torche comme de l'acier mat. Gravés sur sa surface, des symboles discrets mais précis, des traits courbes et des entailles angulaires identiques aux fragments découverts plus tôt sur les tablettes dégradées. Des érudits se rassemblèrent autour, murmurant des traductions. Confinement, scellement, interdiction de passage. Et, plus troublant encore, le silence des observateurs. Personne n'osait le dire à voix haute, mais l'implication planait dans l'air vicié. Ce n'était pas une porte, c'était une prison. L'ouverture du coffre-fort fut une épreuve de patience et de peur. Pendant des semaines, l'équipe utilisa des outils de découpe lents et précis, enlevant des microns à la fois. Chaque vibration était source de danger, comme s'il tapotait sur le couvercle d'un objet fragile. Lorsque la dernière découpe fut effectuée, la dalle bougea dans un grondement sourd et profond, presque comme une longue apnée. Puis vint l'explosion. Une violente bouffée de gaz chargée d'ammoniac et de produits chimiques envahit le couloir. Les masques se mirent en place d'un coup sec. Les gens reculèrent en titubant. 2 ouvriers s'évanouirent sous le choc. Un autre vomit avant même d'avoir pu se détourner. Ce qui se trouvait là-dessous avait été scellé pour une raison. Une fois l'air suffisamment raréfié pour poursuivre, des lumières furent descendues dans la chambre et, en quelques secondes, les paroles et les respirations cessèrent. Même le bourdonnement des générateurs sembla étouffé. Le long des murs se dressaient des rangées de squelettes, immobiles dans des alvéoles encastrés. Ni affaissés, ni effondrés, ils étaient parfaitement alignés. Leurs colonnes vertébrales étaient tordues en courbe contre nature. Leurs mâchoires étaient bloquées par des fils de bronze corrodés, comme si quelqu'un avait voulu les réduire au silence, même après leur mort. Certains avaient les bras tordus vers l'arrière. Des os se brisaient et se remettaient en place dans des positions qu'aucun corps vivant n'aurait pu supporter. Et puis, le pire était à venir.
Plusieurs alloves détenaient des cages construites, non pas en métal ou en bois, mais en os. Des os humains s'entremêlaient comme les treillis d'un macabre. À l'intérieur de ces cages se trouvaient des squelettes plus petits, des enfants, des serviteurs, ou peut-être les malheureux participants d'un rituel que personne ne voulait imaginer. Une résine sombre avait fusionné certains os, créant un éclat brillant semblable à de l'ambre. Des analyses ultérieures ont révélé qu'il s'agissait d'un composé de conservation similaire à ceux utilisés dans les sépultures de l'élite, mais beaucoup plus concentré, presque une arme. Aucun de ces corps ne s'était décomposé naturellement. Ils avaient été placés, disposés, enfermés. À ce stade, même les archéologues les plus courageux ne cessaient de jeter des coups d'œil vers la sortie. Au centre de la chambre, dispersés entre des colonnes d'ombre, se trouvaient des fosses remplies de liquides stagnants et décolorés. Mercure, arsenic, plomb, métaux lourds si concentrés que la surface luisait de reflets huileux, des verts, des violets, des noirs qui captaient la lumière en de chatoyantes illusions. Certaines fosses bouillonnaient malgré le froid. D'autres pulsaient doucement, comme agités par un courant invisible. Ces bassins étaient-ils destinés à la conservation, à la dissolution rituelle ou à des pièges pour les intrus? Personne ne parvenait à se mettre d'accord. Lors de réunions d'urgence qui s'éternisaient après l'aube, les chercheurs se débattaient avec l'énigme de la véritable nature de cette chambre forte. Certains suggéraient qu'il pourrait s'agir d'une chambre disciplinaire, un lieu pour les prisonniers condamnés à un sort bien pire que la mort. D'autres imaginaient un lieu de culte réservé à des droits si interdits que même les sociétés antiques les avaient proscrits. Une autre théorie le décrivait comme une chambre forte de quarantaine destinée à sceller les corps des victimes de la maladie pour qu'ils ne reviennent jamais. D'autres encore murmuraient qu'il s'agissait d'une expérience ratée, d'alchimie, de médecine ou de quelque chose de bien plus interdit. Son but oublié du temps. Et puis, il y avait la théorie que personne n'osait prononcer à voix haute, celle qui planait dans chaque recoin obscur de la pièce. Que la chambre forte était une zone de confinement pour ceux qui étaient liés aux textes énigmatiques des veilleurs. Des figures décrites non pas comme des criminels ou des adorateurs, mais comme profondément dangereuses. Aucune des explications ne semblait complète. Aucune n'offrait de sécurité. Une seule inscription fut découverte dans la crypte, faiblement gravée derrière une rangée de squelettes dressés, comme si l'auteur avait souhaité rester invisible. 9 mots. Ne réveillez pas ce qui était enchaîné sous la pierre. L'écriture était tremblante, désespérée, et soudain, les cages d'os, les fosses chimiques, les fils traversant les mâchoires, tout s'emboîta parfaitement, comme les pièces d'une tentative bien plus vaste et bien plus obscure de sceller quelque chose. Même la fosse au centre de la chambre, un puits si profond que les lumières les plus puissantes y étaient englouties, ressemblait moins à une construction architecturale qu'à une plaie béante dans la terre. Une sorte de refuge, de voie d'évasion ou de tombeau pour quelque chose qui n'avait jamais eu sa place parmi les humains. Lorsque la chambre forte fut dévoilée et que les rapports officiels se perdirent dans un jargon archéologique vague, une vérité demeurait. Cette découverte n'était pas liée à la mort. Elle était liée à la peur. Une peur si intense que les premiers souverains de Babylone avaient érigé des couches successives de murs, de rituels, de toxines et d'ossements pour l'emprisonner. Pour comprendre cette peur, les chercheurs n'eurent d'autre choix que de remonter bien au-delà des ruines et des dynasties, jusqu'aux origines même de Babylone, l'ancien empire babylonien, et de réexaminer le passé. Lorsque la nouvelle de l'existence de la chambre forte souterraine a fuité discrètement, dans un murmure qui s'est propagé plus vite que n'importe quel rapport officiel, les historiens et les archéologues de tous horizons se sont soudain retrouvés à contempler le passé de Babylone d'un œil nouveau et inquiet. Cette découverte n'a pas seulement soulevé des questions. Elle a remis en cause les fondements mêmes de ce que l'on croyait savoir sur le premier empire babylonien. Après tout, si une civilisation érige un caveau en pierre reconstitué, truffé de pièges à mercure et rempli de squelettes ligotés, disposés comme des avertissements, c'est qu'un événement de son passé l'y a forcément poussé.
C'est pourquoi les chercheurs se sont plongés dans l'histoire, espérant trouver les réponses entre l'essor de Babylone et ses cauchemars les plus sombres. L'ancien empire babylonien, datant approximativement de 1894 à 1595 avant Jésus, a émergé à la suite du grand effondrement sumérien. Après la chute de la troisième dynastie d'Ur, s'ensuivirent des siècles d'instabilité, de cités-États rivales, de guerres intestines et d'alliances changeantes. Puis les rois de et de Larsa s'élevèrent, régnèrent, avant de finalement se séparer. De ces chaos émergea Babylone, une ville autrefois considérée comme mineure et sans importance, qui commença à s'élever. Lorsque Hammurabi consolida son pouvoir, Babylone n'était plus un simple royaume mésopotamien. C'était le royaume par excellence, une puissance politique et religieuse qui façonna le droit, le commerce, la mythologie et la culture pendant des siècles. On se souvient surtout d'Hammurabi pour ses lois. Mais on oublie souvent à quel point la superstition, les rituels et la peur ont façonné ces lois. Et ces peurs pourraient bien être la clé de la compréhension du trésor. L'un des plus grands défis que représente l'étude de la Babylonie primitive est que la ville refuse de coopérer sur le plan archéologique. Non pas par malice, mais simplement pour des raisons géologiques. Babylone fut bâtie sur un terrain à nappe phréatique élevée, ce qui signifie que tout ce qui était enfoui trop profondément finissait par se décomposer, s'effondrer ou être emporté par les eaux. Ajoutez à cela des milliers d'années de reconstruction, Babylone étant constamment remodelée par-dessus d'anciennes couches, sans oublier le pillage, l'érosion des sols et même le recyclage de briques antiques, et le résultat est décevant. Il ne reste que très peu de vestiges. Cette rareté des preuves matérielles laisse d'immenses lacunes. Des lacunes que les découvertes de la chambre forte menacent aujourd'hui de combler d'une manière inattendue. Pour comprendre les craintes de Babylone, les chercheurs se sont tournés vers ce qui avait survécu. Les documents écrits. Le code d'Hammurabi est la source la plus célèbre. Mais au-delà des sanctions légales, mutiler ceci, marquer cela, exiler ceux qui ne peuvent payer, des sections entières font allusion à des rituels et des tabous destinés à maintenir l'équilibre cosmique. Certains crimes étaient considérés comme provoquant une telle colère chez les dieux que les châtiments ordinaires ne suffisaient pas. Ceux qui pratiquaient des droits interdits ou invoquaient des esprits proscrits n'étaient pas simplement exécutés. Ils étaient effacés, scellés ou liés rituellement. Babylone comptait aussi des cultes, des sectes secrètes et des groupes religieux dissidents. Certains étaient ouvertement tolérés, d'autres impitoyablement éradiqués. La mise en scène de l'âme, révélée par l'agencement des ossements dans la crypte, correspond de façon troublante aux rituels destinés à empêcher le retour des morts. Si ces rituels reflètent fidèlement le contenu de la crypte, alors quelqu'un, à Babylone, croyait qu'il fallait empêcher une entité de ressusciter. Lorsque les chercheurs ont comparé les sculptures et les symboles de la crypte aux textes babyloniens connus, les parallèles sont devenus d'une évidence troublante. Les croyances mésopotamiennes relatives au monde souterrain affirmaient que les morts traversaient une série de portes, chacune gardée par des êtres terrifiants. Des rituels étaient minutieusement conçus pour empêcher les esprits agités de s'échapper et de revenir tourmenter les vivants. Certains textes évoquaient en des esprits des rivières, des entités invisibles à l'œil nu qui se déplaçaient sous les eaux, se nourrissant de corruption et de maladies. Les échos de ces peurs ancestrales étaient étrangement tangibles dans la crypte, où des fosses remplies de liquides toxiques correspondaient à ces descriptions. Des tablettes d'argile décrivaient en détail des rituels de ligature, inscrits de symboles destinés à réduire au silence, à lier, à interdire le passage. Lorsque les érudits découvrirent les phrases exactes gravées sur la dernière dalle de la crypte, la correspondance troublante sema la panique. Puis vinrent les fragments, altérés des siècles auparavant, qui mentionnaient les macérous, les veilleurs, les gardiens, qu'ils soient spirituels, humains ou quelque chose entre les deux. Les textes affirmaient qu'ils avaient été scellés, jamais tués. Soudain, l'inscription austère de la crypte, ne réveillait pas ce qui est enchaîné, prit un tout autre sens, bien moins métaphorique et bien plus menaçant. De la convergence de l'histoire et de l'archéologie naquirent des théories inquiétantes, chacune plus glaçante que la précédente.
Certains ont suggéré que le caveau était destiné à contenir une secte interdite, une secte radicale dont les droits étaient jugés si dangereux que l'État les enterrait vivants ou dissimulait leurs restes dans des lieux inaccessibles. D'autres y voyaient un lieu d'exécution de masse où des ennemis politiques, des sorciers ou des traîtres étaient délibérément scellés comme un sinistre avertissement aux vivants. Une autre hypothèse proposait une finalité plus pragmatique, quoique tout aussi inquiétante. Le caveau aurait pu servir de lieu de quarantaine, abritant les victimes d'une maladie mortelle. Les métaux lourds et les produits chimiques qui s'y trouvaient pourraient être le fruit de tentatives rudimentaires de stérilisation, un effort désespéré pour enrayer la contagion. Cependant, certains chercheurs ont avancé que l'intention était moins physique que spirituelle. Une sépulture pour les maudits ou les possédés, un plafond rituel destiné à empêcher les entités tourmentées de s'échapper. Et puis il y a l'idée la plus controversée de toutes, celle que le caveau aurait été construit pour contenir des forces surnaturelles, comme en témoignent les symboles cryptiques et l'agencement méticuleux. Certains pensent qu'il a été conçu à une époque où mythes et lois étaient intimement liés. Une période où les Babyloniens craignaient sincèrement qu'une force puissante, dangereuse et incompréhensible soit enchaînée profondément sous leur cité. Personne n'était convaincu, mais aucune théorie n'était écartée. Et c'est précisément ce qui effraie. Avant même la découverte de la crypte, l'histoire ancienne de Babylone était déjà marquée par d'étranges lacunes. Des listes royales disparaissaient, la population diminuait subitement et des quartiers entiers restaient inachevés. Les calendriers rituels changeaient inexplicablement et des textes religieux étaient réécrits ou détruits sans explication. Prises individuellement, ces anomalies n'étaient que des curiosités gênantes. Ensemble, elles laissaient entrevoir une démarche bien plus délibérée, comme si Babylone elle-même avait cherché à effacer ou à dissimuler un chapitre de son passé. La crypte apparaissait alors comme la preuve la plus tangible de cette histoire oubliée, un témoin silencieux des secrets que la cité avait longtemps enfouis. À mesure que les chercheurs approfondissaient l'étude des premiers souverains de Babylone, une vérité revenait sans cesse, se faisant plus pressante à chaque fois. La chambre forte sous Babylone n'a pas été construite à la hâte, mais dans la terreur. Aujourd'hui encore, les institutions universitaires divergent discrètement quant à la publication des découvertes qui y ont été faites. Certains échantillons ont été retenus, certains rapports mystérieusement expurgés. Les débats éthiques font rage quant à l'opportunité même de rouvrir de tels sites. Mais une question troublante demeure. De quoi les Babyloniens avaient-ils si peur qu'ils l'ont scellé à jamais sous leur ville? Qu'en pensez-vous? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo.